Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un monde qui, à première vue, est totalement invisible et silencieux, mais qui est pourtant au cœur des enjeux stratégiques et scientifiques, l'océan. On va explorer ce qu'on appelle le renseignement acoustique, ou acoustint, cet art d'écouter les profondeurs pour y déceler les secrets qu'elles cachent. Alors voilà le programme. On va d'abord poser le décor avec le défi initial, la chasse en visible. Ensuite, on verra la science qui se cache derrière tout ça. On fera un petit détour par l'histoire, en pleine guerre froide. Puis, on regardera les défis d'aujourd'hui, notamment le problème des données. Et enfin, on se projettera dans le futur, avec l'idée d'un océan entièrement instrumental. Allez, on commence. Tout part d'un défi fondamental, un problème qui semble à première vue presque insoluble. C'est la question qui est au cœur de tout ce domaine. Il ne s'agit pas simplement de repérer un bruit, non, il s'agit de trouver et surtout d'identifier une cible conçue spécifiquement pour ne pas être vue ni entendue. Comment est-ce qu'on fait? Et ce témoignage, il illustre parfaitement la situation. Imaginez la scène. Un sous-marin inconnu sort du port. Sa signature acoustique, son empreinte sonore, n'a jamais été enregistrée. La mission est donc critique, il faut le trouver, l'écouter et capturer cette signature pour la première fois. C'est dans ce genre de scénario sous haute tension que le renseignement acoustique prend tout son sens. Alors, justement, comment cette chasse invisible est-elle possible? Pour le comprendre, il faut s'intéresser un peu à la science qui se cache derrière, et elle est absolument fascinante. Donc l'acoustint, ou renseignement acoustique, c'est une discipline très technique. Ce n'est pas de l'écoute de conversation, attention. C'est une branche de ce qu'on appelle le massint, le renseignement par mesure et signature. En gros, on analyse des phénomènes physiques, des bruits, des vibrations, pour en extraire des informations ultra précises sur l'identité et l'activité d'une cible. Pour que ça fonctionne, il faut maîtriser deux choses, le milieu et la source du bruit. D'un côté, l'océan. Ce n'est pas uniforme. La température, la pression, la salinité, tout ça influence la façon dont le son voyage. Il existe même ce qu'on appelle le canal SOFR, une sorte d'autoroute sonore où le son se propage sur des milliers de kilomètres. De l'autre côté, il y a la source elle-même. Chaque navire, chaque sous-marin a une signature acoustique unique, un peu comme une empreinte digitale. Et l'un des bruits les plus révélateurs, c'est la cavitation. Ce sont des micro-bulles d'air qui implosent sur les pales de l'hélice. Ça génère un bruit très caractéristique et très riche en informations. Et là où ça devient vraiment puissant, c'est dans l'analyse. On a deux approches. L'analyse en bande large, c'est l'écoute globale. Ça répond à la question « est-ce qu'il y a quelque chose par là ?» C'est pour la détection. Mais la magie, c'est l'analyse en bande étroite. Là, on zoome, on décompose le son en fréquences très fines. On va chercher les lignes spectrales spécifiques d'un moteur, d'une pompe, d'un réducteur. Et là, on peut répondre à la question « qu'est-ce que c'est exactement ?» On peut identifier la classe du sous-marin, son type, et parfois même le navire précis. Et l'outil visuel de l'analyste, c'est ça, le lophargramme. C'est une représentation du son dans le temps. Chaque ligne brillante et continue que l'on voit, c'est une machine qui tourne à une vitesse constante à bord du navire. Pour un expert, ce graphique, c'est une véritable carte d'identité. C'est l'empreinte digitale acoustique qui trahit la mécanique interne de la cible. Maintenant qu'on a les bases, faisons un petit saut dans le temps. On va voir comment cette science a littéralement façonné la stratégie mondiale pendant des décennies, surtout pendant la guerre froide. Dans les années 50, les États-Unis ont eu une idée de génie. Ils ont commencé à déployer le système SOSUS. C'est un immense réseau de microphones sous-marins, des hydrophones, posés au fond de l'océan pour créer des barrières d'écoute, notamment dans les passages stratégiques. Et ça leur a donné un avantage absolument colossal. Ils pouvaient pister les sous-marins soviétiques dès leur sortie de port, à des milliers de kilomètres. La détection de 1962 est un cas d'école. Évidemment, en face, les soviétiques n'ont pas rien fait. Cette domination américaine a lancé une incroyable course technologique, la course au silence. Et ils ont fait des progrès spectaculaires pour rendre leurs sous-marins plus discrets, en partie d'ailleurs grâce aux informations volées par le réseau d'espionnage Walker. Le sommet de cet effort, c'est la classe Akula, des sous-marins si silencieux qu'ils devenaient capables de déjouer les oreilles du réseau SOS. L'avantage stratégique américain était sérieusement remis en question. Cette course au silence nous amène directement aux problématiques d'aujourd'hui. Le défi a changé de nature. Aujourd'hui, le problème n'est plus tellement d'entendre quelque chose, mais plutôt de réussir à gérer un véritable déluge d'informations. Les défis actuels sont multiples. Bien sûr, les cibles sont de plus en plus silencieuses, mais surtout, les capteurs sont devenus si nombreux et si sensibles qu'ils génèrent un volume de données absolument colossal, un vrai tsunami. Et le pire, c'est le délai d'analyse. Entre le moment où le son est capté en mer et le moment où il est analysé à terre, il peut se passer des semaines. En temps de crise, une information vieille de plusieurs semaines, elle ne vaut plus rien.
Et cette citation de la Marine nationale française résume parfaitement le problème. Même les meilleurs experts, ceux qu'on surnomme les oreilles d'or, sont complètement dépassés. L'humain, qui était la pièce maîtresse du système, devient le goulot d'étranglement. Il est tout simplement impossible de tout écouter. Bon, face à ce constat, quelle est la solution? Comment est-ce qu'on relève ces défis? Eh bien, la réponse se trouve dans un concept, celui de l'océan instrumenté. L'avenir, c'est un nouveau mode de fonctionnement. La collecte ne repose plus seulement sur quelques navires, mais sur un vaste réseau de drones autonomes et de capteurs fixes. L'intelligence artificielle, elle, va agir comme un premier filtre, directement à la source, pour trier les données et ne remonter que les contacts intéressants en temps réel. Ces alertes sont ensuite croisées avec d'autres infos. Résultat, l'analyste humain n'est plus noyé. Il reçoit une information déjà triée, déjà qualifiée, et il peut se concentrer sur les cas les plus critiques. Et ça, c'est un point absolument crucial. Le but n'est pas de remplacer l'analyste. L'intuition, l'expérience d'une oreille d'or, c'est irremplaçable. Non, le but, c'est de l'augmenter. L'IA devient un assistant surpuissant qui lui permet de concentrer son expertise unique là où elle a le plus de valeur. Et ce qui est fascinant, c'est que cette technologie sort complètement du cadre militaire. Les mêmes hydrophones, les mêmes algorithmes d'analyse qui servent à traquer des sous-marins sont aujourd'hui utilisés par les scientifiques pour suivre les routes de migration des baleines, pour étudier l'impact de la pollution sonore sur la faune marine, bref, pour mieux comprendre et protéger nos océans. D'ailleurs, pour montrer à quel point ces principes sont universels, petite anecdote. Loin des océans, l'acoustinte existe aussi sur Terre. Il est possible, avec un microphone laser, de viser une vitre à des centaines de mètres pour capter les vibrations infimes causées par une conversation à l'intérieur et de reconstituer les paroles. En fait, n'importe quelle surface qui vibre peut devenir un micro. Ce qui nous amène à notre question finale. Avec cette multiplication des capteurs, l'arrivée de l'IA, cet océan qui devient de plus en plus instrumenté, de plus en plus transparent, la discrétion devient un luxe presque inatteignable. Dans ce monde où les profondeurs n'auront bientôt plus de secrets, on peut se demander si le silence stratégique tel qu'on l'a connu est encore possible.